Dans l'éclat feutré de la cabine de première classe, à 35 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, une claque retentissante déchire le silence. Diane Foster, une hôtesse de l'air arrogante, frappe Lena Carter, une mère noire tenant son nourrisson dans les bras, sous le regard médusé des passagers. Lena, une ingénieure en informatique à l'élégance discrète, est accusée par Diane de ne pas mériter sa place parmi l'élite. Mais ce que Diane ignore, c'est que le mari de Lena, Nathan Brooks, PDG de l'entreprise aérienne Horizon, observe tout, et sa voix tonitruante résonne bientôt dans l'interphone, brisant l'arrogance de Diane. « Amis spectateurs, si cette injustice vous révolte, frappez le bouton. J'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire avec un seul mot. Justice. Rejoignez-nous dans cette bataille contre la haine, car ce n'est que le début d'un affrontement qui va ébranler des vies entières. » 30 minutes après le décollage, le vol d'Horizon Airlines reliant Paris à Los Angeles bourdonne d'une tension palpable, les moteurs grondant doucement sous les lumières tamisées de la cabine. Lena Carter, assise au siège 3A, berce sa fille de 6 mois, Élodie, dont les petits doigts s'agrippent à son chemisier en soie. Sa peau ébène scintille sous l'éclairage, et ses yeux sombres, pleins de détermination, fixent l'horizon par le hublot. Elle est une femme accomplie, une ingénieure brillante, mais pour Diane Foster, hôtesse de l'air au chignon blond impeccable et à l'uniforme bleu marine amidonné, Lena est une intruse. Diane, la quarantaine, avance dans l'allée avec une autorité autoproclamée, son regard glacial chargé de mépris. Élodie laisse échapper un léger gémissement, un son innocent qui déclenche la fureur de Diane. Sans avertissement, elle lève la main et gifle Lena, un coup sec qui résonne comme un coup de fouet. La joue de Lena s'enflamme, la douleur irradiant à travers son visage, mais elle ne cille pas. Ses yeux se verrouillent sur ceux de Diane, un mur de défi inébranlable, refusant de laisser couler la moindre larme. Autour d'eux, les passagers se figent, leur souffle coupé. Certains sortent leur téléphone, les doigts tremblants, capturant l'instant où l'injustice s'abat comme une bombe. Diane, dressée au-dessus de Lena, arbore un rictus méprisant, ses lèvres pincées crachant du venin. « Des gens comme vous n'ont rien à faire ici. Faites taire cette gamine ou dégagez. » Ces mots, trempés de racisme, transpercent l'air comme des lames. Elle assume que la présence de Lena, sa peau noire, son bébé, son audace à occuper un siège de première classe, est une insulte à son petit monde ordonné. Un homme d'affaires blanc, Richard Holt, un avocat d'entreprise vêtu d'un costume rayé, murmure à son voisin, 2 rangées plus loin. « Elle a du culot d'amener un bébé ici. » Sa voix, teintée de dédain, s'aligne sur l'attitude de Diane, alimentant la tension. Mais Maria Gomez, une infirmière latina assise à quelques sièges, secoue la tête, incrédule, son téléphone déjà en train d'enregistrer, ses doigts hésitant à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Lena, elle, reste immobile, ajustant doucement Élodie dans ses bras, ses gestes lents et délibérés. Son silence est une forteresse que Diane ne peut pénétrer. La confiance de l'hôtesse vacille un instant, ses yeux se plissant face à la résilience de Lena, mais elle ouvre la bouche pour doubler la mise, prête à réaffirmer son autorité. C'est alors que l'interphone grésille, coupant la tension comme une lame tranchante. « Ici Nathan Brooks, PDG d'Horizon Airlines. C'est ma femme que vous venez de frapper, Diane Foster. Vous êtes finie. » La voix, profonde et inébranlable, fait trembler l'air dans la cabine. Chaque tête se tourne vers les haut-parleurs, les yeux écarquillés, les bouches béantes. Les passagers échangent des regards frénétiques, leur chuchotement s'amplifiant en un brouhaha chaotique. « Il a dit PDG ?» siffle une femme aux cheveux gris à son mari. « Elle est fichue », murmure Maria, son téléphone capturant désormais sans hésiter. Le rictus de Diane s'efface, remplacé par une lueur de panique dans ses traits anguleux. Elle éclate d'un rire nerveux, aigu, qui résonne creux dans la cabine silencieuse. Ridicule. Un canular de passagers,
lance-t-elle, assez fort pour se convaincre elle-même, agitant une main dédaigneuse, ses ongles manucurés scintillant sous les lumières. Elle pivote pour regagner le galet, ses talons claquant avec une assurance forcée sur le tapis. Mais avant qu'elle n'atteigne 3 pas, la voix du capitaine, Pierre Dubois, retentit à nouveau, calme mais ferme, brisant son illusion. « Diane Foster, ici le commandant Dubois, c'était bien Nathan Brooks. Présentez-vous immédiatement au galet. » La cabine explose en un flot de murmures et de halètements. Richard Holt, l'homme d'affaires, renverse son verre de whisky, le liquide ambré éclaboussant sa tablette alors qu'il fixe la scène, abasourdi. Maria, les yeux brillants de vindication, ajuste l'angle de son téléphone pour capturer le recul de Diane. L'hôtesse s'arrête net, ses épaules se raidissant alors que la réalité s'abat sur elle. Elle se retourne, son visage un masque d'incrédulité, cherchant dans les rangées un signe que tout cela est une erreur. Son regard croise à nouveau celui de Léna, qui le soutient avec un calme inébranlable, berçant Élodie comme si de rien n'était. Les lèvres de Diane s'entr'ouvrent, mais aucun mot n'en sort. Son autorité, son royaume de première classe, s'effondre sous les regards accusateurs des passagers. Le commandant Dubois émerge du cockpit, un homme robuste d'une 50aine d'années, cheveux poivre et sel, son regard sans concession fixé sur Diane. « Allez-y, maintenant », ordonne-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Les joues pâles de Diane rougissent. Elle force un sourire crispé, tentant de sauver la face alors que les passagers la dévisagent, certains avec des rictus moqueurs, d'autres avec des téléphones brandis comme des armes. En passant devant le siège de Léna, elle ne peut s'empêcher de lancer une dernière pique, sa voix basse et venimeuse. « Tu crois que t'as gagné, hein? Je vais arranger ça, sale! » Elle marmonne une insulte raciale, trop bas pour que le commandant l'entende, mais assez fort pour que Léna saisisse chaque syllabe. Les doigts de Léna se crispent autour d'Élodie, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais son visage reste impassible, refusant de donner à Diane la satisfaction de voir sa colère. Dans le galet, derrière le rideau épais, la voix de Diane s'élève, stridente et défensive. Elle n'a rien à faire ici. La première classe, ce n'est pas pour les gens comme elle avec des gosses qui braillent. Le commandant Dubois la coupe, son ton glacial. Vous avez frappé une passagère, Diane, la femme de Nathan Brooks. Vous avez de la chance de ne pas être menottée. Dans la cabine, l'ambiance change. Maria baisse son téléphone, son expression s'adoucissant alors qu'elle se penche vers Léna. « Ça va ?» demande-t-elle, sa voix empreinte de douceur. Léna hoche la tête, un léger sourire sur les lèvres, bien que sa joue brûle encore. « J'ai connu pire », murmure-t-elle, sa voix ferme malgré le chaos. Richard Holt détourne les yeux, soudain absorbé par le nettoyage de son whisky renversé, comme honteux de son commentaire précédent. Un adolescent Jamal, vêtu d'un sweat à capuche, assis de l'autre côté de l'allée, lève le pouce vers Léna, un sourire complice éclairant son visage. Ce soutien, fugace mais sincère, est une lueur dans la tempête déclenchée par Diane. Dans le galet, Diane s'appuie contre le comptoir, les bras croisés, son esprit bouillonnant. Elle rejoue l'annonce de l'interphone dans sa tête. Nathan Brooks, PDG, mari. Ça n'a aucun sens. Comment cette femme, avec son chemisier bon marché et son bébé remuant, peut-elle être mariée au patron d'Horizon Airlines? Le monde de Diane, bâti sur des lignes rigides de qui mérite quoi, s'effrite sous le poids de la vérité. Elle avait vu Léna comme une intruse, une moins que rien qui s'était faufilée en première classe. Maintenant, le pouvoir s'inverse, et Diane déteste ça. Ses doigts frémissent vers son téléphone, glissé dans la poche de son tablier. Elle va se battre. Suspension, licenciement, peu importe. Elle va renverser la situation. Le commandant sort du galet, le visage sombre, laissant Diane seule avec ses complots. Elle sort son téléphone, ses pouces s'agitent frénétiquement alors qu'elle texte son représentant syndical, Carl Wheeler, un homme nerveux qu'elle connaît depuis des années.
Ils veulent me virer à cause d'une noire avec un bébé. La femme de Brooks, soi-disant. C'est un coup monté. Sors-moi de là. Elle appuie sur « Envoyer », son pouls battant la chamade. Mais Diane ne s'arrête pas là. Dans un accès de rage, elle se connecte à un forum en ligne connu pour ses discours haineux, un repère de trolls racistes qu'elle fréquente en secret. Elle tape un message rapide, ses doigts tremblants de fureur. Lena Carter, siège 3A, vol Horizon Paris-LA. Une intruse en première classe. Voici son numéro, son adresse e-mail. Faites-lui comprendre qu'elle n'a pas sa place. Elle joint une photo volée de Lena, prise à la dérobée alors qu'elle berçait Élodie. Le message part, et en quelques minutes, les notifications affluent. Des insultes, des menaces de mort, des promesses de lui donner une leçon. Lena, toujours assise à son siège, sent son téléphone vibrer sans cesse. Elle baisse les yeux, son cœur s'accélérant alors qu'elle lit les messages qui déferlent. « Rentre chez toi, sale parasite. On va te trouver, toi et ton gosse. T'as rien à faire ici. » Chaque mot est une lame, chaque menace une vague de peur qui menace de l'engloutir. Elle serre Élodie plus fort, son souffle court, ses yeux balayant la cabine, où certains passagers, influencés par le murmure de Richard Holt, commencent à chuchoter, doutant de sa légitimité. Maria, l'infirmière, remarque le trouble de Lena et se penche à nouveau. « Ignore-les, Lena. J'ai posté la vidéo. Les gens verront la vérité. » Sa voix est un baume, mais les doutes s'infiltrent. Jamal, l'adolescent, capte le regard de Lena et murmure « Ils sont juste jaloux. T'es plus forte qu'eux. » Mais Richard Holt, son visage durci par le préjugé, marmonne assez fort pour être entendu. Peut-être qu'elle a provoqué l'hôtesse. Les bébés, ça n'a rien à faire en première. Ces mots rallument de la colère de Lena, mais elle reste silencieuse, son calme une armure contre la tempête. Dans le galet, Diane scrolle les réponses à son poste, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Les menaces affluent, son armée de trolls grandit. Elle imagine Lena, lisant chaque message, tremblant, brisé. « Bien fait », murmure-t-elle, son cœur gonflé de vengeance. Elle ne sait pas encore que Nathan, en communication avec le commandant, prépare une réponse bien plus puissante que son interphone. La cabine s'assombrit légèrement, les lumières tamisées, alors que le vol glisse vers Los Angeles. Mais la tension reste épaisse, un nuage d'orage prêt à éclater. Lena, berçant Élodie, sent les vibrations incessantes de son téléphone. Chaque message une nouvelle blessure. Elle jette un regard par le hublot, les nuages filant comme des flammes blanches, et murmure à elle-même. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Diane croit avoir humilié Lena, l'avoir dépouillée de sa dignité devant tous. Mais Lena n'est pas celle qui est humiliée. Le règne arrogant de Diane vacille, et sa chute sera brutale. Pourtant, alors que l'avion amorce sa descente, un frisson parcourt l'échine de Lena. Les menaces sur son téléphone ne sont pas un simple écho de la colère de Diane. Elles sont une promesse, une marée montante de haine qu'elle n'a pas encore mesurée. Et dans l'ombre, Diane, tapie dans le galet, planifie sa prochaine attaque, convaincue qu'elle peut encore renverser le jeu. L'angle d'Horizon Airlines atterrit à Los Angeles sous un ciel d'un gris menaçant, mais pour Lena Carter, le véritable orage commence à peine. À peine a-t-elle posé le pied sur le tarmac, serrant Élodie contre sa poitrine, qu'une foule hurlante l'attend jusqu'à la sortie du terminal, brandissant des pancartes dégoulinantes de haine et scandant des insultes racistes. Les mots de Diane Foster, cette hôtesse venimeuse qui l'a giflée en plein vol, ont allumé un brasier de mensonges qui consume maintenant la vie de Lena. Alimentée par une vidéo truquée publiée par Diane, cette mêlée déchaînée la traite de voleuse, d'imposteur, et pire encore. La fureur dans leurs yeux n'est pas seulement personnelle, c'est le rugissement d'un système qui refuse à Lena sa place. Alors que les caméras des médias locaux zooment sur son visage,
Léna sent son cœur marteler sa poitrine, mais ses pas ne faiblissent pas. Diane, tapie dans l'ombre, n'a pas fini de tisser sa toile de vengeance, et ce qui attend Léna est une descente aux enfers orchestrée avec une cruauté implacable. Dès que Léna franchit les portes automatiques du terminal, l'air devient étouffant, saturé par les cris de la foule. « Dégage, parasite !» hurle une femme aux cheveux peroxydés, agitant une pancarte où s'étale en lettres rouges. « Pas de bébés en première classe !» Un homme bedonnant, vêtu d'un t-shirt taché, crache au sol à quelques mètres d'eux, ses yeux injectés de sang la transperçant. « Tu crois que t'es au-dessus de nous, hein ?» vocifère-t-il, sa voix rauque noyée dans le tumulte. Léna serre Élodie plus fort, le petit corps de sa fille tremblant contre sa poitrine. Elle avance, tête haute, ses talons claquant sur le carrelage, mais chaque pas est un combat contre la peur qui menace de l'engloutir. Les agents de sécurité de l'aéroport forment une maigre barrière, leurs visages tendus, mais ils semblent dépassés, presque complices face à la fureur collective. Léna cherche Nathan dans la foule, espérant apercevoir son mari, mais il est retenu dans une réunion d'urgence avec les avocats de la compagnie, laissant Léna seule face à ce déluge de haine. Dans l'ombre, Diane Foster savoure le chaos qu'elle a semé. Suspendue après son acte odieux à bord, elle n'a pas perdu une seconde pour riposter. Depuis un café miteux près de l'aéroport, elle scrolle son téléphone, un sourire mauvais aux lèvres, lisant les commentaires sous sa vidéo truquée. Les images, habilement manipulées, montrent Léna en train de hurler sur Diane, un montage grossier qui inverse les rôles. « Regardez cette femme agressive menacer une honnête hôtesse !» clame la légende, accompagnée d'une photo de Léna, volée à bord, où elle semble en colère. Le post, partagé des milliers de fois, a enflammé les réseaux sociaux, transformant Léna en une paria. Diane tape un nouveau message sur le forum raciste où elle a déjà semé la graine de la haine. Elle est à l'AX maintenant. Faites-lui sentir qu'elle n'est pas la bienvenue. Elle appuie sur « Envoyer », son pouce accélérant à l'idée de Léna acculée, brisée. Mais Diane ne s'arrête pas là. Elle a un plan bien plus sombre, une machination qui va au-delà des mots et des images. Au terminal, Léna tente de rejoindre la sortie VIP, où une voiture doit l'attendre, mais la foule bloque le chemin, leurs pancartes lourdes agitant comme des lances. Une bouteille en plastique vole dans l'air, manquant de peu sa tête, et éclatée sur le sol dans un splash de soda collant. Léna sursaute, son souffle se coupant, mais elle refuse de reculer. Maria Gomez, l'infirmière qui a filmé l'incident à bord, apparaît soudain à ses côtés, son visage marqué par l'inquiétude. « Léna, viens par ici, il y a un autre chemin !» crie-t-elle, saisissant son bras pour la guider à travers un couloir secondaire. Maria, avec sa veste en jean et son sac à dos usé, devient un rempart humain, repoussant les curieux qui s'approchent trop près. « Laissez-la tranquille », lance-t-elle à un homme qui tente de filmer Léna de trop près, son téléphone brandi comme une arme. Mais même Maria ne peut arrêter la vague de haine qui déferle. Alors que Léna et Maria s'engouffrent dans le couloir, un agent de sécurité, Tom Vance, un homme trapu au regard fuyant, les intercepte. « Votre Carter, suivez-moi, c'est votre sécurité », dit-il, sa voix mielleuse cachant une intention sournoise. Léna, épuisée, hésite, mais Maria fronce les sourcils, méfiante. « On peut gérer seul », rétorque-t-elle, mais Tom insiste, son badge scintillant sous les néons. « Ordre de la direction », ajoute-t-il, un sourire crispé sur le lèvre. Contre son instinct, Léna suit, Élodie blottie contre elle, ignorant que Tom est une pièce dans l'échiquier de Diane. Quelques heures plus tôt, Diane, via son représentant syndical Carl Wheeler, a contacté Tom, un vieil ami de Carl endetté jusqu'au cou. Pour quelques milliers de dollars, Tom a accepté une mission ignoble, piéger Léna. Dans le couloir, loin des caméras, il glisse discrètement un sachet de poudre blanche dans son sac à langer, ses gestes rapides et précis.
Léna ne voit rien, trop concentrée à calmer Élodie, dont les pleurs s'intensifient face aux cris de la foule. Le piège se referme quelques minutes plus tard, lorsque Tom conduit Léna vers une zone de contrôle douanier. Juste une vérification de routine, assure-t-il, échangeant un regard furtif avec un autre agent, complice de l'opération. Les douaniers, alertés par un tuyau anonyme, fouillent son sac avec une minutie théâtrale. Lorsque le sachet de poudre est découvert, un silence glacial s'abat sur la pièce. Léna, abasourdie, secoue la tête, ses mots se bousculant. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ça. » Mais les agents, impassibles, l'encerclent, leurs menottes cliquetant. « Madame Carter, vous êtes en état d'arrestation pour possession de stupéfiants, » déclare l'un d'eux, sa voix monotone contrastant avec la panique qui envahit Léna. Élodie, sentant la tension, se met à pleurer, ses cris perçants déchirant le cœur de sa mère. Maria, horrifiée, tente d'intervenir, mais Tom la repousse brutalement. « Restez en arrière, ou vous êtes la prochaine !» aboie-t-il, son masque de fausse bienveillance tombé. Dans une cellule froide de l'aéroport, Léna est assise sur un banc en métal, Élodie endormie dans ses bras, épuisée par ses pleurs. Les murs gris suintent l'humidité et l'odeur âcre du désinfectant lui pique le nez. Son téléphone, confisqué, ne vibre plus de menaces, mais le silence est pire, un vide oppressant qui amplifie sa peur. Elle rejoue la fouille dans sa tête, le sachet, le regard satisfait de Tom. C'était un coup monté, elle en est certaine, mais comment le prouver? Diane. Son nom flotte dans son esprit comme une malédiction. Cette femme, avec son sourire cruel et ses mots empoisonnés, a orchestré ce cauchemar. Léna serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, la colère montant comme une marée. Elle ne cédera pas à Diane, pas à cette foule, pas à ce système qui veut la briser. Pendant ce temps, Diane intensifie son offensive. Depuis son café, elle contacte une connaissance, une animatrice d'une émission à sensation, Vanessa Lyle, connue pour ses prises de position controversées. Diane, jouant la victime, décroche une apparition en direct ce soir-là. Sur le plateau, sous des projecteurs aveuglants, elle vit des larmes de crocodile, sa voix trempée tremblante savamment modulée. « J'ai été menacée par cette femme, Léna Carter, » ment-elle, ses yeux bleus implorants, fixant la caméra. « Elle m'a insulté, m'a dit qu'elle me ferait virer parce que son mari est puissant. J'ai agi sous la peur. » L'animatrice, Vanessa, hoche la tête avec une compassion feinte, tandis que le public, chauffé à blanc, eut le nom de Léna. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Léna lamenteuse explose, alimenté par les trolls de Diane, et des milliers d'internautes crédulables. Diane, en coulisses, savore chaque commentaire haineux, chaque insulte. Mais son coup de maître est encore à venir. Dans l'aéroport, Aïcha Patel, une hôtesse de l'air qui était à bord du vol, apprend l'arrestation de Léna par un collègue. Aïcha, une femme d'origine indienne au regard perçant, avait observé Diane pendant le vol, notant son comportement toxique. Dégoûtée par l'injustice, elle décide d'agir. Dans les vestiaires du personnel, elle rédige une note à l'attention de Nathan, décrivant le comportement de Diane et l'étrange insistance de Tom à escorter Léna. Elle glisse la note à un pilote de confiance qui promet de la remporter à Nathan. « Ça ne peut pas continuer comme ça, » murmure-t-elle, ses doigts tremblants de rage. Elle sait qu'elle risque son poste, mais le silence n'est plus une option. Mais le cauchemar de Léna s'aggrave. Alors qu'elle est transférée vers une prison locale, un officier lui annonce une nouvelle dévastatrice. Les services de protection de l'enfance, CPS, ont été alertés. Son fils aîné, Malik, 3 ans, qui était chez une nounou à Los Angeles, a été envoyé dans un foyer d'accueil en raison de son arrestation. « Vous êtes considéré comme un danger pour vos enfants », déclare l'officier, son ton détaché lacérant le cœur de Léna. Elle sent ses jambes vaciller, une nausée la submergeant. Malik, son petit garçon rieur, arraché à elle à cause des mensonges de Diane.
Non, non, vous ne pouvez pas faire ça, crie-t-elle, sa voix brisée, mais les menottes mordent ses poignets, et la porte de la cellule se referme avec un claquement sinistre. Dehors, la foule ne désarme pas. Carl Wheeler, le représentant syndical de Diane, un homme maigre au regard fuyant, orchestre le chaos. Il a mobilisé des membres du syndicat et des sympathisants pour protester contre l'injustice subie par Diane. La voiture de Lena, garée dans le parking de l'aéroport, est vandalisée sous les objectifs des caméras. Des vandales, encouragés par Carl, fracassent sur les vitres, taguent des insultes racistes en peinture rouge. « Parasite! Hors d'ici! » Les images, diffusées en direct par une chaîne locale, deviennent virales, amplifiant l'humiliation publique de Lena. Carl, micro en main, harangue la foule. Diane Foster est une victime. Cette femme, Lena Carter, utilise son mari pour détruire une honnête travailleuse. Les hurrahs de la foule, mêlés de sifflements, sont un coup de poignard pour Lena, même à des kilomètres de là, dans sa cellule. Mais Diane ne se contente pas de la destruction physique. Elle engage un hacker, un contact fourni par un membre du forum raciste, pour pirater les comptes sociaux de Lena. En quelques heures, des posts falsifiés apparaissent sur le profil de Lena, des messages où elle semble confesser son comportement agressif à bord et même revendiquer le sachet de drogue comme un oubli. « Je suis désolé, j'ai mal agi », lit-on dans un post qui récolte des milliers de partages. Lena, coupée du monde, n'a aucun moyen de se défendre. Les médias s'en emparent, les manchettes hurlant. « L'épouse du PG d'Horizon démasquée ». Chaque article, chaque commentaire est une nouvelle pierre jetée sur Lena, l'enterrant sous un déluge de calomnies. Dans sa cellule, Lena sent la colère supplanter la peur. Elle pense à Malik, à Élodie, à Nathan. Elle pense à Diane, à son rictus cruel, à ses mots empoisonnés. Cette femme a arraché son fils, son nom souillé, sa vie mise en danger. Mais Lena n'est pas une victime. Elle est une survivante, forgée par des années à naviguer un monde qui la rejette pour sa peau. Elle ferme les yeux, son souffle s'apaise, et murmure à Élodie, endormie contre elle. « On va se battre, ma chérie. » À cet instant, un gardien frappe à la porte, annonçant une visite. Lena lève les yeux, espérant voir Nathan, mais c'est Maria, les traits tirés, qui entre. « J'ai parlé à ton mari, » chuchote-t-elle, glissant un papier plié dans sa main. « Tiens bon, on va la faire tomber. » Lena déplie le papier et lisant un message de Nathan. « Je t'aime. On va prouver ton innocence. Diane va payer. » À des kilomètres de là, Diane, grisée par son triomphe apparent, ignore que la vérité commence à percer. La note d'Aïcha atteint Nathan, qui mobilise ses avocats et une équipe d'enquêteurs privés. La vidéo de Maria, postée sur les réseaux sociaux, commence à contrebalancer la propagande de Diane, les internautes partageant des messages de soutien avec le hashtag #Justice pour Lena. Mais Diane, dans son arrogance, ne voit pas la tempête qui s'annonce. Elle planifie son prochain coup, contactant un homme dont le nom circule dans les bas-fonds du forum. Un individu prêt à tout pour de l'argent. « Je veux qu'elle disparaisse », murmure-t-elle dans son téléphone, sa voix froide comme la glace. Le sort de Lena semble scellé, mais dans l'obscurité de sa cellule, une flamme brûle dans ses yeux. Diane a déclenché une guerre, mais Lena est prête à riposter, et la chute de son ennemi sera retentissante. Dans l'obscurité d'une cellule glaciale, Lena Carter serre sa fille Élodie contre elle. Le poids des chaînes à ses poignets n'étant rien comparé à la fureur qui bouillonne dans son cœur. Libérée sous caution après des jours d'un cauchemar orchestré par Diane Foster, elle n'a pas un instant de répit. Une bombe explose dans sa chambre d'hôtel, un attentat commandité par Diane, devenue fugitive après l'effondrement de ses mensonges. Les flammes lèchent les murs, la fumée étouffe l'air, mais Lena, par un instinct de survie forgé dans l'adversité, échappe de justesse à la mort, sa fille hurlant dans ses bras.
Diane, consumée par une haine viscérale, a franchi toutes les limites, incitant une émeute devant la maison de Lena et engageant un tueur pour achever son œuvre. Pourtant, dans ce chaos, Lena se dresse, indomptable, soutenue par une communauté galvanisée par la vérité. Chaque insulte, chaque menace, chaque attaque n'a fait qu'aiguiser sa détermination. Diane croit avoir brisé Lena, mais elle ignore que cette mère, cette femme noire, est sur le point de renverser l'échiquier et de transformer sa douleur en un triomphe retentissant. L'explosion secoue l'hôtel à l'aube, un rugissement qui déchire le silence de Los Angeles. Lena, réveillée en sursaut, sent l'onde de choc avant même d'entendre le fracas. Le plafond s'effrite, des éclats de verre volent, et une chaleur suffocante envahit la pièce. Élodie hurle, ses cris perçant le chaos. Lena, le cœur battant à tout rompre, attrape sa fille et rampe vers la porte, la fumée âcre brûlant ses poumons. Elle pousse un cri primal, un mélange de peur et de rage, en arrachant une serviette humide pour couvrir le visage d'Élodie. Dans le couloir, les sprinklers crachent une pluie glacée et les clients paniqués se bousculent vers les issues de secours. Lena, trempée, glisse sur le sol, mais ses jambes refusent de céder. Elle sait que ce n'est pas un accident. Diane. Ce nom est une lame dans son esprit, une obsession qui la pousse à avancer malgré la terreur. Dehors, les sirènes des pompiers hurlent, et Nathan Brooks, le mari de Lena, arrive en trombe, son visage blême de peur. Il la serre contre lui, ses mains tremblantes caressant Élodie. « Tu vas bien? Mon Dieu! Lena! » Sa voix se brise, mais Lena, les yeux brûlants de colère, le repousse doucement. C'est elle, Nathan. Elle ne s'arrêtera pas. Nathan hoche la tête, ses mâchoires serrées. Il a passé des jours à rassembler des preuves, travaillant avec des avocats et des enquêteurs pour démasquer Diane. La note d'Aïcha Patel, l'hôtesse courageuse, a révélé les manigances de Tom Vance, le garde corrompu, et la vidéo de Maria Gomez, devenue virale, a retourné l'opinion publique. Le hashtag #Justice pour Lena domine les réseaux, des millions de voix s'élevant contre l'injustice. Mais Diane, désormais traquée par la police, est une bête acculée, et sa rage la rend plus dangereuse que jamais. Dans un motel miteux à la périphérie de la ville, Diane, les cheveux teints en brun et les traits cirés, regarde les nouvelles sur un vieux téléviseur. L'explosion à l'hôtel fait les gros titres, mais les commentateurs parlent de Lena comme d'une héroïne, une femme qui a survécu à l'indicible. Diane frappe la table, faisant trembler une tasse de café froid. « Elle aurait dû crever », siffle-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Son plan, financé par les derniers dollars qu'elle a soutirés à Carl Wheeler, son complice syndicaliste, a échoué. Le tueur qu'elle a engagé, un homme au regard vide connu sous le nom de Raven, lui a promis la mort de Lena, mais il a sous-estimé sa cible. Diane, folle de rage, rédige un manifeste en ligne, un texte délirant publié sur le forum raciste qui l'a soutenu. Lena Carter est un danger pour nous tous. Elle manipule, elle ment, elle doit être arrêtée. Rejoignez-moi, brûlez tout. Le message, partagé des milliers de fois, rallume la haine de ses partisans, et bientôt, une nouvelle tempête se forme. À l'aube suivante, Lena, installée dans une safe house fournie par Nathan, tente de reprendre son souffle. Malik, son fils de 3 ans, lui a été rendu après que les avocats ont prouvé l'absurdité des accusations du CPS. Elle le serre contre elle, ses boucles douces caressant sa joue, mais la paix est de courte durée. Une alerte sur son téléphone la fait frissonner. Une foule se rassemble devant leur maison familiale, à quelques kilomètres de là. Les images en direct montrent des dizaines de personnes, certaines portant des masques, brandissant des cocktails Molotov et des pancartes haineuses. « Lena Carter, hors d'ici !» scandent-ils, leur voix amplifiée par des mégaphones.
La caméra zoome sur une femme d'âge mûr, Madame Clara Evans, leur voisine depuis des années, qui se tient au premier rang, un rictus de mépris sur le visage. « Elle n'a jamais été l'une des nôtres », déclare Clara à un journaliste, ses mots comme un poignard dans le dos de Lena. Clara, qui avait partagé des repas avec eux, qui avait offert des jouets à Malik, a trahi Lena, révélant l'emplacement de la safe house à la foule en échange d'une approbation malsaine. L'attaque commence avant que la police ne puisse intervenir. Des briques fracassent les fenêtres de la maison, des flammes s'élèvent des rideaux, et les cris de la foule résonnent comme un chant de guerre. Lena, regardant les images en direct, sent une rage incandescente l'envahir. Clara, cette traîtresse, a vendu sa famille pour un moment de gloire dans la haine. Lena serre les poings, ses ongles creusant des croissants rouges dans sa peau. « Ils ne m'auront pas », murmure-t-elle, sa voix tremblante de détermination. Nathan, à ses côtés, contacte la police, mais Lena sait que la sécurité ne viendra pas des autorités. Elle doit agir. Avec l'aide de Maria, qui a rejoint la safe house, elle organise une contre-attaque numérique. Maria, les doigts volants sur son ordinateur portable, diffuse un appel en direct sur les réseaux sociaux, montrant Lena face caméra, Élodie dans les bras, Malik à ses côtés. « Voici la vérité », déclare Lena, sa voix ferme malgré les larmes qui menacent. « Diane Foster a menti, m'a piégé, a arraché mon fils, a tenté de me tuer, mais je suis toujours là. Je ne plierai pas. Soutenez-moi. Partagez ceci. Que justice soit faite. » La vidéo explose en ligne, vue par des millions en quelques heures. Les messages de soutien affluent, noyant les insultes des trolls. Des célébrités, des activistes, des anonymes partagent de l'histoire de Lena, transformant sa douleur en un cri de ralliement. Mais Diane, dans son motel, voit rouge. Elle contacte Raven, le tueur, exigeant une nouvelle tentative. « Je veux la voir morte avant demain », crache-t-elle, sa voix brisée par la folie. Raven, sentant l'étau se resserrer, accepte, mais il sous-estime à nouveau Lena. Cette nuit-là, alors que Lena se prépare à quitter la safe house pour un lieu plus sécurisé, une voiture noire s'arrête devant la maison. Raven, armé, s'approche, son ombre glissant sur le trottoir. Mais Lena, alertée par un instinct aiguisé, a déjà repéré le danger. Elle appelle Nathan, qui bloque la porte, et Maria, improvisant, déclenche l'alarme de la maison, attirant l'attention des voisins. Raven, pris au piège sous les projecteurs des caméras de sécurité, tente de fuir, mais la police, prévenue par Nathan, l'intercepte dans une course-poursuite haletante à travers les rues de Los Angeles. Le lendemain, la vérité éclate au grand jour. Nathan, avec l'aide d'Aïcha et des enquêteurs, publie un dossier accablant. Des relevés bancaires montrant les pots de vin de Diane à Tom Vance, des captures d'écran de ses messages sur le forum raciste et une confession enregistrée de Carl Wheeler, qui, sous la pression, a dénoncé Diane. La vidéo originale de Maria, maintenant vue par des dizaines de millions, enterre la version truquée de Diane. Les médias, autrefois complices des mensonges, changent de ton, saluant le courage de Lena. Diane, traquée, est repérée dans son motel grâce à un appel anonyme. Ironiquement, celui d'un ancien allié du Forum, dégoûté par son manifeste. Lors d'une opération policière spectaculaire, elle est arrêtée, menottée sous les flashs des caméras, son visage crispé par la rage et l'incrédulité. « Ce n'est pas fini !» hurle-t-elle alors qu'on l'emmène, mais ses mots se perdent dans le vacarme. Lena, debout dans les bureaux d'Horizon Airlines, prend une décision qui change tout. Nathan, reconnaissant sa force, lui cède son poste de PDG. Lors d'une conférence de presse, Lena, vêtue d'un tailleur noir impeccable, s'adresse au monde. « Cette compagnie ne tolérera plus la haine. Nous interdisons toute discrimination, et ceux qui soutiennent Diane Foster n'ont plus leur place ici. » Elle annonce le licenciement de Tom Vance, Carl Wheeler et d'autres complices sous les applaudissements d'une foule de supporters. Mais même dans ce moment de triomphe, l'ombre de Diane plane. Une lettre, envoyée depuis la prison, arrive à Lena quelques jours plus tard. « Tu penses avoir gagné,
mais je serai toujours là, dans l'ombre, écrit Diane, ses mots dégoulinant de venin. Léna froisse la lettre, ses yeux brillants d'une résolution d'acier. Elle a transformé sa douleur en pouvoir, mais elle sait que la lutte contre la haine est loin d'être terminée. L'histoire de Léna Carter, une femme noire confrontée à l'injustice brutale de Diane Foster, est bien plus qu'un simple récit dramatique. Elle est un miroir tendu à notre société, révélant les blessures profondes du racisme, de la trahison et de la résilience. En tant que spectateur français, immergé dans une culture qui valorise l'égalité et la fraternité, cette saga m'a bouleversé, éveillant en moi une indignation viscérale, mais aussi une admiration sans borne pour la force de Léna. À travers son parcours, j'ai puisé des leçons précieuses, applicables à notre quotidien, qui nous invitent à réfléchir sur notre rôle face à l'injustice et sur la manière dont nous pouvons construire un monde plus juste. D'abord, l'histoire de Léna met en lumière la persistance du racisme systémique, même dans des espaces prétendument civilisés comme une cabine de première classe. La gifle infligée par Diane, motivée par des préjugés raciaux, n'est pas un acte isolé. Elle incarne une mentalité qui juge autrui sur la couleur de sa peau plutôt que sur ses mérites. En France, où l'idéal républicain prône l'universalité, cette réalité nous interpelle. Combien de fois avons-nous été témoins, ou pire, complices par notre silence, de discriminations subtiles ou flagrantes? La leçon ici est claire. Le silence est une forme de consentement. Comme Maria Gomez, qui a filmé l'incident, ou Aïcha Patel, qui a risqué son emploi pour dénoncer l'injustice, nous devons agir, même au péril de notre confort. Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie dénoncer les remarques racistes dans nos cercles, soutenir les victimes de discrimination et utiliser nos plateformes, même modestes, pour amplifier leur voix. Ensuite, la trahison de Clara Evans, la voisine de Léna, est un coup de poignard qui résonne profondément. En France, où la communauté et la solidarité sont des valeurs chères, cette trahison rappelle que la haine peut se cacher derrière des visages familiers. Clara, qui partageait des repas avec Léna, a succombé à la jalousie et aux préjugés, révélant l'emplacement de la safe house pour gagner l'approbation d'une foule haineuse. Cette duplicité nous enseigne une leçon essentielle. La confiance doit être méritée, et nous devons cultiver des relations basées sur l'intégrité. Dans nos vies, cela nous pousse à choisir avec soin nos alliés, à privilégier ceux qui partagent nos valeurs d'équité et à nous méfier des faux-semblants. Plus encore, cela nous invite à être des Clara inversés, des voisins, des amis, des collègues qui soutiennent au lieu de détruire, qui construisent des ponts plutôt que des murs. La résilience de Léna face à l'adversité est une autre source d'inspiration. Malgré la gifle, l'arrestation, la perte temporaire de son fils Malik, l'explosion de sa chambre d'hôtel et l'émeute devant sa maison, Léna n'a jamais plié. Sa force, ancrée dans son amour pour sa famille et sa foi en la justice, incarne l'idéal français du courage face à l'oppression. En tant que Français, nous admirons des figures comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, et Léna s'inscrit dans cette lignée. Sa leçon est universelle. Les épreuves, aussi écrasantes soient-elles, ne définissent pas notre destinée. C'est notre réponse à ces épreuves qui le fait. Dans nos vies, cela signifie persévérer face aux échecs, qu'il s'agisse d'un revers professionnel, d'une injustice personnelle ou d'une lutte sociale. Comme Léna, nous devons transformer notre douleur en carburant, notre colère en action et notre peur en espoir. Enfin, l'histoire souligne le pouvoir de la communauté et de la vérité. La vidéo de Maria, partagée par des millions, et le soutien massif sous le hashtag #Justice pour Léna ont renversé la propagande de Diane. En France, où les mouvements citoyens comme les Gilets jaunes ou les manifestations pour l'égalité ont montré la force du collectif, cela nous rappelle que la justice n'est pas l'apanage des puissants. Elle est le fruit d'une mobilisation collective. Appliquée à notre quotidien, cela nous incite à participer activement à notre société, voter,
manifester, signer des pétitions ou simplement partager une histoire comme celle de Léna pour sensibiliser. Chaque geste compte, car, comme le montre l'histoire, une seule vidéo peut changer la donne. Ces leçons, agir contre l'injustice, choisir des alliés intègres, persévérer face à l'adversité et mobiliser la communauté ne sont pas abstraites. Elles sont des appels à l'action dans nos vies. En tant que Français, nous avons une responsabilité particulière. Incarner les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, non pas en parole, mais en acte. L'histoire de Léna nous défie de regarder en nous-mêmes, de questionner nos préjugés et de nous engager pour un monde où une gifle raciste ne serait pas seulement impensable, mais impossible. Amis spectateurs, si l'histoire de Léna vous a ému, si son courage vous inspire, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour que son message touche le monde entier et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits qui changent des vies. Laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour rejoindre notre combat contre l'injustice. Ensemble, faisons entendre la voix de Léna et de tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Votre clic, votre partage, votre commentaire. C'est une étincelle pour la justice.